J'ai failli dire pour ceux qui n'ont pas suivi les Jeux paralympiques, mais je me demande s'il y en a réellement en France. Frédéric Villeroux, champion donc olympique, médaille d'or avec l'équipe de France en cécifoot, capitaine de l'équipe de France également, attaquant, malvoyant. On va en parler bien sûr, et du cécifoot aussi. Tu es éducateur sportif, ça aussi je voudrais qu'on échange. On va revenir tout de suite, si tu le veux bien, sur les Jeux. Cette expérience, tu peux nous dire un petit peu comment déjà, toi, tu l'as vécu de l'intérieur, l'expérience des Jeux paralympiques? Déjà, bonjour à tous, merci pour l'accueil. Les Jeux, c'était quelque chose, comme vous avez vécu, je pense, extraordinaire pour tout le monde, olympique ou paralympique. C'était quelque chose de vraiment de génial. Le résultat, en plus, a été au bout. Donc voilà, c'était quelque chose de magique. Et je pense qu'en tant que sportif, je ne revivrai pas ces moments qu'on a vécus. Donc c'était, voilà, ça s'est gravé dans ma mémoire. Et j'espère en tout cas dans vos mémoires, parce que voilà, les Jeux de Paris ont été quelque chose, je pense, pour la France, exceptionnel. Exceptionnel. Alors, bon, il y a la médaille d'or, évidemment, maintenant, en poche. Par contre, vous avez démarré les Jeux plutôt outsider, d'ailleurs. Je ne dis pas que la France est mal classée en cécifoot, ce n'est pas le cas, parce que vous faites quand même partie des 10 meilleures équipes au monde. Mais c'est une passe pas très bonne depuis 2018. Donc vous partiez un peu avec peu de confiance, peut-être, dans l'entourage. Comment cette évolution, elle s'est faite jusqu'à la médaille d'or? Comment tu l'analyses, toi? L'évolution, c'est un peu comme j'ai entendu dans la salle tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Le cécifoot, certes, c'est certaines qualités de chaque individu, mais qui amène surtout le collectif à performer. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir, et ce que vous avez mis en valeur depuis tout à l'heure. C'est ça qui est intéressant. Voilà, et après, c'est le travail de chacun, du staff comme des joueurs, pour aller à haut niveau. Nous sommes tous amateurs, donc voilà, je pense comme vous, certains. On fait durable le soir. Vous faites des activités sportives peut-être si vous avez le temps. Nous, on s'entraîne aussi en dehors du travail. Donc voilà, c'est la vie. Tu t'attendais à cette médaille d'or? Non, pas honnêtement? du tout. Non, pas du tout. Voilà, comme on disait, on est des amateurs. Les autres pays sont des équipes professionnelles. Donc voilà, c'est déjà quand tu t'entraînes 2 fois par jour. Tu sais que le niveau il est au-dessus, et toi tu t'entraînes 1 fois par jour, tu sais que déjà il y a un détail, mais voilà, après c'est... Et les autres pays professionnels, c'est quoi? C'est la Chine? La Chine, le Brésil, l'Argentine, Et c'est la le poule dans Japon. laquelle vous êtes tombé en plus, on peut le dire. C'est-à-dire que c'était juste la pire poule de toute la compétition. Oui, après voilà, ça reste du sport, toute bataille est faite pour être gagnée. Est-ce que tu l'as, ta médaille, là? Oui. C'est possible de la montrer? Bah attends. Là, c'est le moment de sortir les appareils photo, parce que des médailles d'or de JO. Super. Celle-là de Londres, parce que personne, tout le monde l'a oublié, celle-là. La médaille de Londres. Ouais. Et la médaille d'or. Et après, celle de Paris. Waouh. Alors ça, franchement, ouais. Et là, c'est la Tour Eiffel. Ah, c'est la Tour Eiffel vue d'en... Ah, très bien. On pourra la regarder après ou faire un petit tour? Parce que si tu la laisses partir dans... Je suis pas sûre qu'elle revienne, alors, tu vois. L'argent, je la garde avec moi. L'or, ouais, ça va. Là, ça va. Je te rends ton micro. Regarde, voilà. L'engouement populaire qu'il y a eu, Frédéric, autour de ces Jeux. Comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur? Parce qu'un match de cécifoot, habituellement, c'est une cinquantaine de personnes dans le public, on est d'accord? Et encore, là, c'est quand il fait beau, qu'il y a tout. Non, réellement, franchement, si déjà on a 20 personnes, ça va être les autres équipes. Et 50, c'est quand c'est la finale et qu'il y a vraiment toutes les équipes qui sont autour du terrain. Donc voilà, non, ça a été un moment... Comme je disais tout à l'heure, c'est les Jeux olympiques ont amené le public à se mobiliser. Pardon, excusez-moi. Et en fait, compte, les gens qui n'ont pas pu aller voir les Jeux olympiques, ils se sont dit quand même. Et ils sont venus voir les Jeux paralympiques, et je pense qu'ils ont accroché. Et c'est ça qui est génial. En fin de compte, ils ont vu des sportifs et non des personnes en situation de handicap. Et je pense que pour nous, sportifs, c'est ce qu'on voulait. Certes, il y avait la médaille à aller chercher, il y avait un projet, mais aussi c'était de sensibiliser les gens, de s'en dire, voilà, on est en situation de handicap, mais un savoir-faire,
Et voilà, et je pense que tout sportif parasportif est ambassadeur de l'inclusion. Et je pense que lors de ces Jeux paralympiques, on l'a tous fait, Ouais, de notre manière. ça tu l'as ressenti, cet engouement populaire, au moment de rentrer sur le terrain? Ah, je vous avoue, quand vous avez 12 000 personnes qui applaudissent... 12 000 Ouais, 12 000. dans tous les J'ai matchs. pas Je dit crois que 12, tous les hein, matchs, 12 000. tous les matchs ont été complets. Hein. Ouais, à peu près, en tout cas pour l'équipe de France, ça a été complet mais dès mi-juillet. Donc impossible d'avoir des places pour les amis et les copains, tout ça. Ouais. Mais voilà, 12 000 pour la France. Et quand on rentre sur le stade, là... pour vous dire, on est non-voyants, nous, sur le terrain. Et donc, on s'est perdu, tellement qu'il y avait de bruit. Donc là, oui, on s'est trouvé en situation de handicap. C'était bien la première fois sur le terrain qu'on se trouve en situation de handicap. Mais voilà, mais c'était, en tout cas, pour une fois, c'était agréable d'être en situation de handicap. Donc voilà, c'était génial, et d'avoir une ferveur comme ça. Là, on parle des 12 000 personnes qui étaient au stade, mais on nous a dit, et j'ai des écoutes, en fait, qu'on parle plus de 6 millions pour la demi-finale et finale. Donc voilà, c'est énorme. C'est énorme. Sûr. En tout cas, pour le parasport, il y a eu les médias, il y a eu la presse. Les médias vous ont aussi questionné, sont venus vous voir, se sont intéressés finalement à votre parcours. Et puis à votre parcours de champion, hein, parce que vous êtes des sportifs de haut niveau. Tu es décrit, toi, comme un des meilleurs joueurs au monde dans ta discipline. Donc je le signale quand même, on n'est pas face à n'importe... Il n'a pas gagné la médaille d'or pour rien. Hein. Comment cet engouement aussi de la presse, elle va se traduire, selon toi, maintenant ? Parce qu'on a beaucoup parlé de handicap pendant cet été olympique et paralympique. Aujourd'hui, comment on fait pour que ça perdure ? Faire ce qu'on fait aujourd'hui, tous dans la salle, c'est parler d'inclusion. Et voilà, je pense que les médias, ils l'ont dit, les Jeux, les organisations des Jeux ont dit que là, il fallait mettre l'inclusion en avant. Ça a été fait. Maintenant, il faut continuer. Je sais que France Télévisions s'est engagée à continuer l'audience pour les parasports. Ça a été fait juste après les Jeux, on l'a vu sur le triathlon. Donc là, maintenant, ils vont continuer. En tout cas, c'est en charge pour eux de le faire. C'est comme nous, sportifs. Sportifs, si on est nul, alors que les gens viennent nous voir, les gens ne viendront plus nous voir. Donc il faut toujours rester à haut niveau. Et pareil, maintenant, c'est à l'État de continuer ce qu'ils ont mis en place. On le sait, il y a des grosses difficultés, mais voilà, en tout cas, nous, en tant que sportifs, on fera tout ce qu'on peut. Les médias, on sait automatiquement, sans le vouloir, petit à petit, les jeux vont s'estomper, donc ça va redescendre. Oui. Mais voilà, il faut continuer à en profiter, communiquer sur nos disciplines, parler de l'inclusion dans le sport, parler de l'inclusion dans la cité, entre parenthèses. Et donc voilà, c'est important. Et tu penses que les Jeux ont permis de sensibiliser au handicap ? Oui, je pense que toute personne si vous avez suivi un peu les Jeux, il y a certains sports ça existe. Et donc voilà, je pense que ça nous a sensibilisés derrière nos écrans, dans les stades. Et en tout cas, oui, ça a servi, je pense, de tremplin. Après le tremplin, maintenant, il faut réussir à retomber sur les pieds. Que l'État, les médias et nous sportifs et nous dans la salle permettent cette inclusion dans tous les sens du terme à continuer, à vivre. Et voilà, c'est notre héritage. Les jeunes qu'on a, les jeunes ou les moins jeunes, mais surtout les jeunes, c'est nos futurs citoyens. Donc maintenant, il faut leur passer le relais, et leur passer le relais dans le bon sens, qu'ils aient plus peur. Oh, la personne qui est en fauteuil, oh, le monsieur avec la canne, oh, le monsieur qui boite. Voilà. Maintenant, ça doit être quelque chose de classique dans notre cité. Voilà, ça doit être quelque chose... Monsieur tout le monde, en tout cas. Il y a une autre donnée qui est importante, c'est-à-dire que ça nous a aussi permis de parler de sport adapté, et notamment de cécifoot. Et en parler, c'est aussi donner envie à des enfants ou à des jeunes, des ados en situation de handicap, de faire du sport eux-mêmes. Est-ce qu'on peut parler du cécifoot quand même ? Tout le monde sait comment on joue au cécifoot ? Non, hein ? C'est du foot.
Mais c'est pas vraiment du foot quand même. Tu peux nous expliquer un peu le cécifoot, les particularités? Les particularités, donc on se promène avec un chien et une canne sur le terrain. Non, je rigole. Non, mais c'est vraiment les règles. C'est les règles du futsal. Donc c'est un terrain 40 sur 20, un terrain de hand. Voilà, un peu dans l'idée. C'est les règles du futsal. Il y a 4 joueurs de champ non-voyants, donc masqués. Parce que, par exemple, moi j'ai un petit reste visuel, donc j'ai des coéquipiers qui sont non-voyants aussi. Donc pour être sur le même pied d'égalité, on a tous un masque. Et voilà, on est tous dans le noir. Donc on se sert énormément de nos sensations, l'écoute, parce que le ballon, lui, est sonore, des informations extérieures du terrain, parce qu'il y a un coach, il y a un guide derrière les buts. Mais ces personnes sont plutôt des aidants, on va dire, des personnes conseils. Après, nous, sur le terrain, avec les collègues, on parle. Si vous avez le ballon, si je dois venir vous voler le ballon, je dois me signaler, je dois dire « voy ». Donc voilà, il y a de la communication sur le terrain. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Les gardiens sont voyants, parce qu'on essaie de frapper assez fort pour marquer des buts. Donc c'est pour ça, ça pourrait être très dangereux pour un gardien non-voyant. Donc il pourrait perdre des dents. Donc, quelles sont les informations que vous donnent, par exemple, les guides? Tu parlais de guides derrière les buts, mais si alors toi, tu dois dire « vol ». Oui. Tu dois donc dire quand tu fais quelque chose avec le ballon, hein, tu dois parler. Non, si je suis porteur du ballon, j'émets pas de bruit. C'est le ballon qui me permet qu'on me situe sur le terrain. Par contre, si vous avez le ballon dans vos pieds, et moi je suis un adversaire, si je dois venir vous voler le ballon, je dois dire « voy ». D'accord. Et donc là, je peux, en disant « voy », vous savez que j'arrive, et je peux vous prendre le ballon loyalement. Très bien. Donc il y a des échanges sur le terrain. Il y a le ballon qui fait du bruit qu'il faut réussir à suivre. Je m'imagine avec un bandeau noir sur les yeux, avec tout ça. Donc il faut déjà tenir l'équilibre, hein, avec un bandeau. Et puis, vous avez des guides qui viennent vous apporter des informations. Quel type d'informations? C'est des informations complémentaires à ce que nous, on ressent, parce que on n'est pas sûr, donc on entend. Mais ça va être une information peut-être en distance. Par exemple, j'arrive à vous sentir physiquement. Mais aussi dans la salle là, et sur le terrain, en fin de compte, l'odorat nous sert énormément. Quelqu'un qui se parfume beaucoup, en fin de compte, ça va être un point de repère. Donc voilà, c'est pour ça que s'il y a le soleil sur la peau, je dis qu'il y a le soleil sur ma droite, mais en fin de compte, j'ai beau tourner sur place, et à un moment, je sais que le soleil, il est à droite, parce que ça me chauffe sur la peau. Donc voilà, c'est plein de repères à prendre et à analyser à la seconde. Et le guide, en fait, quand lui va nous donner des informations 10 mètres de personnes, de défenseurs. Donc voilà, c'est assez court, mais voilà, c'est pour, ok, je suis en conduite de balle, je fais une passe, et derrière, je sais que peut-être il faut aller l'aider parce qu'ils sont en 3 contre 1. Donc voilà, c'est... Est-ce qu'à la Fédé, puisque en fait le cécifoot, il y a une commission cécifoot au sein de la Fédération handisport, est-ce qu'à la Fédé, vous espérez que ces jeux vous permettent de développer le cécifoot, de permettre à des jeunes de pratiquer du sport via le cécifoot, des jeunes en malvoyants ou non-voyants? Déjà, moi, personnellement, si toute personne en situation de handicap, ou même toute personne en général, pratique du sport, déjà, c'est génial. Parce que c'est un lien social, c'est de la santé, c'est la vie, quoi, en parenthèse. C'est des valeurs. Et donc voilà, je pense que oui, toutes les commissions et tous les commissions parasport, en fin de compte, ou même les commissions hors parasport, se doivent d'être ambassadeurs et de développer les activités sportives. Il y a 450 pratiquants à peu près en France de cécifoot, une dizaine de clubs en France pour non-voyants, parce qu'il y a plusieurs catégories, hein. Non-voyants, malvoyants B2 et malvoyants B3, si je comprends bien, si j'ai bien noté, retenu. Donc il y a une dizaine de clubs non-voyants en France. Donc c'est vrai qu'il faut développer les clubs aussi pour pouvoir développer la pratique, évidemment. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet, sur le projet sur lequel tu travailles pour amener du sport adapté aux enfants en situation de handicap dans les écoles?
Oui, je suis éducateur sportif au SAM, au Sport Athlétique Mérignac, donc un gros club sur la ville de Bordeaux. Ça fait 3 ans, on a développé le sport à l'école pour les déficients visuels. On aimerait le développer pour tout type de personnes en situation de handicap. Pourquoi déficient visuel? Parce que je suis porteur du projet et voilà, c'est moi qui l'ai porté au début. Le club m'a suivi. Donc voilà, parce qu'on a vu qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'enfants en situation de handicap qui ne font pas de sport. Pourquoi? Parce que la famille, peut-être le médecin, peut-être l'école, peut-être les rééducations, peut-être le prof de sport qui n'est pas formé. Donc voilà, il y a Il faut sauter les cours de PS, quoi. Voilà, il y a plein de causes et en fin de compte, souvent, on privilégie plutôt le français, les maths, tout ça, comme matière prioritaire, qui peut s'entendre. Mais je pense que quand on est en situation de handicap, le lien social, d'être avec ses copains, voilà, je pense que c'est un atout, c'est une valeur rajoutée de mettre en confiance cet enfant qui est en situation de handicap, qui peut-être est tout timide, qui est dans la cour de récré à l'opposé de ses copains. En fin de compte, peut-être lors de ce cours de sport, il va attraper un ballon, il va l'envoyer à un autre copain et des liens vont se créer. Et donc voilà, en tout cas, c'est un projet que le SAM porte. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on... Il faut faire bouger l'éducation nationale, Ouais, c'est pas facile. Donc voilà, après c'est des budgets, des appels à projets où on a répondu, ça fait 3 ans. Là cette année, on n'a plus trouvé de budget, donc c'est, je vais dire, grâce à des interventions comme aujourd'hui, comme d'autres que j'effectue, où en fait compte, je demande d'être rémunéré et cet argent qui m'est versé est reversé en fin de compte sur ce projet de PS parce que ça me tient à cœur et je peux en tout cas laisser personne au bord du terrain, pardon. Et voilà, et c'est le projet aussi de la SAM de cohésion sociale. Voilà, on peut pas en tout cas laisser quelqu'un au bord sans pratiquer du sport. En tout cas, le sport pour nous c'est la vie et le SAM m'aide à développer ce projet et tous les projets que le SAM porte, cohésion sociale. C'est quelque chose de bien. On travaille avec tout type de public. Ça part des enfants comme jusqu'aux seniors. On a 3 branches. La branche handicap et sport adapté. La branche sport santé. Et la branche, je vais dire, insertion, où là, il y a un peu de tout, où ça peut être aller faire du cours de sport en prison, ça peut être dans les EHPAD, ça peut être faire des cours de sport lors d'étapes, ça peut être des personnes qui n'ont pas d'argent, où on arrive à leur faire du sport. Donc voilà, c'est... Faire infuser le sport partout, ça, évidemment. Merci beaucoup Frédéric. Merci à tous. Merci de ta présence. C'était vraiment très agréable.